Salut à tous, épisode 13 avec la Trek Segafredo. Alors là, on est toujours en mode carrière, donc sur Prosecuting Manager 2020. Et on va s'occuper, sur cette première année de partie de la Classica San Sebastian, de recrutement et de début de Vuelta. Un premier tiers de Vuelta qu'on verra un petit peu après, voilà, à partir de 24 minutes environ. Avec d'abord, donc, chronologiquement, la Classica. Et après, on va surtout, gros pavé de 14 minutes de recrutement, là. Parce qu'il y a quelques questions qui se posaient, donc ça peut être marrant de voir ce qu'on peut faire. Après, je pense qu'on fait tous des choses différentes sur un cas comme celui-là. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Voilà, la Classica San Sebastian, je vous ai mis Mollema, évidemment, parce que, oui, on a envie de les jouer pour lui, hein, celle-là. Et puis, en même temps, ça m'est quand même passé par l'esprit de voir si Stuyven ne pourrait pas en vérité résister à tout ça, résister à toutes ces difficultés. Alors évidemment, le meilleur sur ce terrain-là, on le connaît, hein, c'est Julien Alaphilippe, bien évidemment. Après, Fuglsang, Schachmann, par exemple, doivent pouvoir dire leurs mots. Et nous, on a une position qui est vraiment d'outsider, avec, je dirais, allez, voilà, si on prend un top 5, c'est déjà une affaire qui sera correctement gérée, quoi. Donc voilà, pas vraiment devant, un positionnement au sein d'un peloton qui démarre, pas trop nerveusement, mais pas non plus très mollement. Il y aura comme ça une série de difficultés, on a l'habitude. J'aime beaucoup ce profil-là de Classica San Sebastian, donc l'actuel en gros, hein. Je le trouve assez marrant, et puis après, il faut quand même dire que c'est dans la dernière difficulté que beaucoup de choses se font, et que au final... si on arrive à résister au très fort pourcentage, mais c'est pas très long, la dernière ascension n'est pas très longue. Donc à partir de là, résister est peut-être possible pour quelqu'un qui a une grosse, justement, résistance. Type Stuyven, malgré une note en montagne, par exemple, dont on pourrait se demander si elle sert à quelque chose. Je ne le crois pas, qu'elle serve à grand-chose. À mon sens, avec une grosse note en vallon, tu passes tous les jours du côté de cette dernière ascension. Voilà, allez, on a donc un début de course qui n'est pas très original, hein. On enchaîne les petites difficultés, on essaie de rester quand même positionné. Ouais, Ciccone et Vincenzoni, qui sont bien positionnés. Stuyven, évidemment, on va un peu lâcher, hein, sur ce type de difficultés, mais on s'en fiche parce qu'en fait, il reste en 80 ou 70e position et après il remonte. Donc il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça. Mollema est bien protégé également. Il faut penser aux ravitaux, hein. Il y a toujours les ravitaillements qui doivent être faits en temps et en heure, je dirais. C'est de profiter des opportunités pour ravitailler sans choper une cassure parce qu'on aurait ravitaillé au mauvais moment. Vous voyez ici, ça réaccélère. Il y a des moments où ça réaccélère assez furieusement. C'est un peu, d'ailleurs, on s'est fait très temporairement un peu lâché, après on va reprendre, enfin, il n'y a pas de problème là-dessus. Dès que le terrain est vallonné, sur Prosecuting Manager, on a comme ça ces alternances entre un moment d'ascension comme ça, avec même parfois sur de vallonné, hein, ça veut dire donc quand même des courtes ascensions, mais parfois violentes. Et puis après, c'est vrai qu'on a des relances qui sont assez somptueuses, et c'est là que des trous se font et des cassures s'opèrent, et qui font qu'à un moment donné, une course va se décanter, hein. On a, à force de les jouer, on finit un peu par savoir à quel moment est-ce que telle course a tendance à se décanter, ou en tout cas a de fortes chances de le faire. Et voilà, c'est tout l'objet de l'attention qu'on peut avoir. C'est pour ça que le x8, à certains moments, le x8 peut s'avérer piégeux. On avait un échange assez récemment dans les commentaires avec quelques-uns sur l'opportunité de baisser la note d'effort maximal sur ce type de config. À quel moment, dans quelles circonstances. C'est vrai que moi je suis plutôt un adepte, vous voyez très bien, là j'ai blindé, hein, l'effort max de certains, on arrive dans le final, parce que plus la course avançait, plus j'avais quand même pas très envie de me prendre une cassure, en fait. Voilà. Donc ici, je vais essayer de voir si, malgré l'agressivité des Koenig Quick Step, par exemple, on a moyen comme ça, en accrochant Stuyven dans la roue de Mollema, est-ce qu'on a moyen de lui faire passer
ce Borda Cotentora final de San Sebastian. Mais oui, regardez, c'est pas vraiment on arrive à passer, il n'y a pas de problème. Stuyven, il est même pas à 0 bar. En revanche, ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est empêcher Alaphilippe, Schachmann et David Gaudu, qui ont... C'est quoi leur point commun au final à ces trois-là? C'est une grosse note de vallon, c'est une note d'accélération qui a fait que, par exemple, ils ont un peu fait un trou là. Une note de descente qui est pas dégueulasse, mais enfin, pour l'ensemble, on va dire. Et puis après, voilà, l'accélération va faire beaucoup de choses. Note de résistance, note d'endurance. Évidemment, ils sont très endurants, ce sont des garçons habilités à puncher. Et on va pas être capable de les reprendre. Alaphilippe, vraiment facile sur cette Classica San Sebastian. En revanche, après, c'est vrai que sur le replat et dans la descente, Stuyven a récupéré pas mal de barres où on n'en a pas trop consommé. Et c'est vrai que j'arrive beaucoup mieux à aller comme ça chercher une place d'honneur au sprint qu'avec même Mollema. Mollema, il aurait fallu sortir avec Alaphilippe et le piéger au sprint, mais il est trop fort. Il est trop fort. Je peux rien faire. Je peux rien faire face à ce Alaphilippe là. Il y a 11e du Tour. C'est vrai qu'il avait pris 2 étapes. Il a gagné Liège. Il a fait 2e de Paris-Nice. C'est une belle année pour Alaphilippe. 2e du Tour de Catalogne. Oui, c'est vrai, on l'avait disputé. Mollema l'avait disputé d'ailleurs. Une étape sur le Pays Basque. Victoire sur la Flèche Wallonne. Ça, on s'en souvient. On s'en souvient. Il nous avait damé le pion. Le coquin, c'est comme à Liège où Nibali avait fait 2e. Et voilà, c'est déjà pas si mal. Hein, et cette victoire, donc, sur la Classica San Sebastian. Philippe, au sommet de son art, hein, à 28 ans, il est vraiment au sommet vraiment de ses capacités. Et il est très très difficile à jouer. C'est pas grave, ça fait plaisir aussi. Parce que si on gagnait trop facilement un peu tout, on serait un peu frustré, on aurait tellement envie de jouer. Prolongation du sponsor. Donc, Trek Segafredo. On va rempiler pour une année, bien évidemment. On va rempiler. Les offres, c'est typique de la World DB, c'est-à-dire que les offres qu'on nous fait à côté sont pas dégueulasses. Hein, c'est pas Jarbiland ou... j'en passe, c'est des meilleurs. J'en passe, c'est des meilleurs, mais... au moins, voilà, c'est propre, quoi. On a PCM World, BMW. Bon, évidemment, nous, ici, pas question d'aller sur quelque chose de fantaisiste. On continue avec Trek Segafredo. Ce serait trop dommage d'abandonner le truc. Voilà, période des transferts le lendemain qui s'ouvre. Et en fait, moi, je vais m'astreindre à un truc. C'est à ne réaliser qu'une seule opération par jour. Voilà. Donc, cette seule opération par jour, c'est pour préserver un minimum de réalisme et elle peut étaler les choses dans le temps. Donc, le 1er août, qui est-ce que je vais contacter? À votre avis, il n'y a pas vraiment de suspense. Hein. Il va falloir contacter l'homme qui pourrait faire l'objet de toutes les convoitises et qui est vraiment, lui aussi, au sommet de son art dans son registre, puisqu'il aura ici gagné tout de même un quadruplé flandrien, la bagatelle. Donc il y a du Tom Bonnen là dans le sang, même si Bonnen était un meilleur sprinter en fait. Hein. Ce ne sont pas les mêmes qualités, mais à l'arrivée, le résultat était quand même le même. On va lui lâcher la monnaie à Jasper Stuyven. Je vais lui mettre 125 000 parce que de toute façon, c'est soit on se dit on le laisse partir pour essayer de tenter un défi avec d'autres gens et le faire basculer dans l'adversité pour avoir plus de difficultés, soit on se dit j'ai un des tout meilleurs du plateau, je peux essayer d'accumuler les victoires avec et de, entre guillemets, convoiter certains petits records. Donc moi j'ai opté pour ça, je le prolonge à un très bon tarif, puisque de toute façon, il le mérite. Aussi maillot vert sur le dernier Tour de France, il y a des victoires un peu partout, par-ci, par-là, une sur le Dauphiné, une sur le Tour. Bref, il est injouable. Donc, Stuyven, évidemment, est prolongé. Donc, c'était pas vraiment le truc sur lequel il y avait le plus de suspense, la prolongation ou pas de Jasper Stuyven. Le dossier suivant, c'est Richie Porte. Alors, on a évidemment envie de le prolonger. On a envie de le voir aller terminer, on va dire, sa carrière chez nous. Et c'est là que, mince, que se passe-t-il? Fin de carrière. En fait, Richie Porte a décidé d'arrêter. Et là, c'est vraiment un mauvais coup parce que je m'étais fait à l'idée plutôt de le prolonger.
Du coup, il va falloir voir quel coureur on prend ben, pour remplir ce rôle-là, c'est-à-dire un rôle d'équipier de luxe, notamment sur les grands tours, avec une bonne note en montagne, par exemple. Alors, comme j'ai pas d'idée dans l'immédiat, que je me donne le temps de la réflexion parce que j'hésite entre plusieurs profils, en fait, je vais aller comme ça plutôt du côté des jeunes en attendant, où j'ai repéré un espoir du cyclisme belge qui s'appelle Sian Uijtdebroeks. Et lui, il m'intéresse un peu. Alors je sais pas tellement dans quel axe est-ce que je vais devoir le développer. A priori, on parle de quelqu'un qui roule bien. Chez les jeunes, il a déjà brillé un petit peu sur certaines classiques, mais de sa catégorie. Et du coup, ce que je me dis, c'est que je vais le développer de manière un petit peu polyvalente, et puis on va bien voir un peu dans quel sens est-ce que ça explose, en tout cas si c'est le cas. Bon, voilà, ça c'est un projet d'avenir, plus, Uijtdebroeks, c'est quelqu'un voilà, dont on a déjà entendu parler ici et là, donc j'avais envie de voir un peu ce qui peut être fait avec lui. Et puis après, le lendemain, il y a une hésitation en fait, c'est le sprint, la question du sprinter. Est-ce qu'on prend Moschetti ou est-ce qu'on prend Philipsen? Alors du coup, j'ai comparé un petit peu les notes. Et à vrai dire, en regardant les notes, surtout que Moschetti, je l'ai déjà fait progresser une fois par l'entraînement. Moschetti, en fait, je vais le prolonger, je vais le conserver. Parce qu'il y a deux, trois petites notes sur lesquelles je le trouve un tout petit peu plus intéressant que Philipsen. Mais j'adore Jesper Philipsen, hein. Mais bon, voilà, il fallait faire un choix. Et je me suis dit, bon, Trek Segafredo, identité italienne, quand même plutôt compatible, voire recherchée. On ajuste un petit peu le salaire et on va le prolonger, voilà. Surtout que ce qui se passe, c'est qu'en fait, les ragazzi, j'ai arrêté. Il faudra que je vous raconte une fois pourquoi j'ai stoppé cette carrière. Je le ferai prochainement, c'est promis, mais il faut vous montrer quelques images, expliquer 2-3 minutes. C'est pas vraiment l'objet ici, mais du coup, on s'autorise à le prolonger assez allègrement. Mais bon, j'ai quand même bien hésité, parce que Jesper Philipsen est quand même quelqu'un qui me plaît beaucoup, beaucoup. J'aime bien le voir évoluer. Je suis sûr qu'en fait, c'est un futur très bon sprinter, hein. Et puis, le lendemain, le choix va se porter sur Giovanni Aleotti. Donc, ça, c'est aussi quand on pioche chez les jeunes, dans des jeunes assez prometteurs, on trouve ce petit grimpeur italien à petit format, mais apparemment à potentiel réel, même si le scouting, on connaît, hein, le scouting sur PCM, pas forcément toujours très très fiable au premier abord. Mais voilà, donc j'ai choisi Aleotti. Et puis hop, on passe au lendemain. On passe au lendemain pour aller continuer un petit peu notre marché. Là, on va pas bien loin. Tom Skuijns, honnêtement, c'est un coureur hyper précieux à plus d'un titre. Déjà, il a des notes, il a aucun trou en fait, puisque le pire c'est 67. Puis après, il y a beaucoup de notes vertes. C'est un coureur très très précieux. Qu'on peut envoyer en échappée assez fréquemment. Voilà, c'est mon mini Thomas de Ghent dans cette équipe-là, et franchement, il me plaît beaucoup. Donc, il est prolongé. Il est prolongé, voilà. Nous sommes le 5 août, c'est le 5e coureur que je prends à ce stade-là. On passe au lendemain avec une vilaine blessure pour Vincenzo Nibali. Alors, c'est l'occasion de faire le point sur déjà l'échéance de la blessure. A priori, ça devrait pas l'empêcher. Regardez, voilà, il n'y a pas les petites barres rouges sur sa ligne. Donc a priori, ça l'empêchera pas d'aller sur la Vuelta, pour laquelle il est prévu, pas en tant que leader, mais il est prévu d'emmener Vincenzo Nibali sur les 3 grands tours. Donc on va y rester, en tout cas s'il ne se reblesse pas. Puis là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hésitation. Je vous ai dit que je voulais quelqu'un qui quand même peut assurer un rôle de lieutenant ou équipier de luxe sur les tours. TJ Van Garderen m'intéresse bien.
Ça, je l'avais dit à l'avance. Bon, j'ai éliminé le cas Romain Bardet puisque je joue avec lui, avec l'équipe DSM. De plus, Jan Polanc aussi m'intéresse pas mal. Après, la nationalité, c'est pas exactement ça. On peut pas dire que j'ai comme ça plusieurs Slovènes, par exemple, dans cette équipe. Donc, c'est un peu comme un cheveu sur la soupe, je trouve. Il y aurait Demar qui lui, par contre, collerait pas mal. Mais son âge me fait un petit peu peur. D'autant plus que les notes indiquent que s'il régresse une fois, il risque de devenir plus réellement très utile, en fait. Donc, c'est pas forcément le bon plan ici. Puis, c'est vrai, je me souviens, à ce moment-là, je me souviens de ce que je pense de l'ami Filippo Ganna. Alors là, c'est quelqu'un qui me hype énormément. Filippo Ganna, quelqu'un que j'adore regarder, notamment dans son exercice favori, en réalité, dès qu'il y a une occasion. Je trouve ce type vraiment... ouais, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup, Filippo Ganna. En plus, on a un petit peu d'argent, là, on a de la marge. Et donc, on peut lui proposer un rôle correct et un salaire qu'il est également pour un bon spécialiste, voire même à ce stade-là, dans la partie, un des tout meilleurs spécialistes du contre-la-montre. Et ça pourrait s'avérer intéressant si on tombait aussi dans un grand tour sur une épreuve de contre-la-montre par équipe. Nous permettrait de booster un petit peu notre leader grâce à la présence comme ça de très bons rouleurs. Donc je pense également que Ganna peut jouer un bon rôle, pas que en tant que rouleur. C'est ça qui est précieux. On est à présent le 7 août. Il y a encore un certain nombre de coureurs qui sont disponibles. Et je crois que je vais aller chercher tout de même TJ Van Garderen. Je vais aller le chercher, mais en espérant que ce soit possible de lui donner que une année, parce que son âge commence à être un petit peu avancé, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais réellement confirmé les espoirs placés en lui. Donc à partir de là, Van Garderen nous rejoint pour un an. Donc voilà, ça nous aidera, je pense, ça aidera pas mal l'équipe tout de même, parce qu'avec de bonnes formes du jour, Van Garderen peut s'avérer extrêmement intéressant. Après, le lendemain, je re-signe le frère de Vincenzo Nibali. Donc là, pour le coup, c'est vraiment du lobbying. Hein. C'est pour dire à Vincenzo, tout va bien, t'inquiète, regarde, je prends même ton frère. De toute façon, ça fait partie du deal. Hein. Je me souviens d'un PCM où il y avait des coureurs qui voulaient signer, mais en compagnie de d'autres coureurs. Je trouvais que c'était extrêmement bien fait. C'est presque dommage que ça ait été abandonné. Mais voilà, donc on le fait quand même. On re-signe Antonio. Puis là, à ce stade-là, on n'est pas loin d'avoir terminé. On n'est pas très loin. Il me manque encore un coureur, mais ouais. Dans quel registre ? Pas besoin de sprinter. J'ai peut-être besoin d'un puncher un peu grimpeur qui puisse rouler. Besoin de quelqu'un de polyvalent. Mais attention, breaking news, la fracture de la rotule. Alors, oh là là, dramatique blessure ici pour Mats Pedersen qui, saison terminée. Saison terminée, fin octobre, donc on a compris. La saison de Mats Pedersen est terminée. Alors c'est bien dommage parce que j'aurais été tenté par lui faire jouer le leadership sur certaines classiques, par exemple les canadiennes ou sur le Big Bang Tour, sinon pour la dernière épreuve par étape qui restait à ce squad de coureurs de classiques. Donc bien regrettable, surtout que ça l'empêchera également de progresser, en tout cas pour un petit moment. Donc ouais, déception que cette blessure de Pedersen, qui en plus m'a obligé à reconfigurer un peu. Et puis je cherche comme ça mon neuvième coureur. Alors d'abord je vais chercher du côté des Américains. Je vous avoue que j'ai été un petit peu hésitant à trouver vraiment le coureur qu'il me fallait. Donc je repars du côté des Italiens. Si je m'étais autorisé à recruter un Britannique, j'aurais pris Pidcock. Mais là, c'est pas vraiment le projet, je trouve. Donc je vais chez les Italiens et toujours pour aller dans le sens la confirmation de l'abandon de
des ragazzi, bah, du coup, je vais aller chercher Gianni Moscon. Comme ça, je n'aurai pas de doublon entre mes carrières. Et, euh, et Gianni Moscon, sur des notes qui sont typiques de la World DB, hein, c'est-à-dire, bah, c'est vrai que sur la dernière année, Gianni Moscon n'a pas montré énormément de bons résultats. Il a même été suspendu, enfin bref, compliqué. Après, souvenons-nous tout de même sa performance aux mondiaux de 2019, hein, qui non plus n'est pas ridicule, loin s'en faut, puisqu'il s'est sacrifié pour Trentin, même si le coup n'a pas abouti, mais Moscon avait été assez somptueux du côté de Harrogate. Voilà, donc ça résout notre histoire. Je pense qu'on sera assez costaud dès qu'il s'agira de soutenir les leaders sur de la plaine, sur du vallon. Et puis en montagne, bah, je mise quand même sur les forces déjà présentes. Et puis je pense qu'aussi, Ciccone devra être promu. Il faut que Ciccone ait son spot pour essayer de gagner un grand tour. Et pourquoi pas Mollema d'ailleurs. Donc ça fait pas mal de choses. Finalement, il y a des possibilités. Il suffit d'avoir 2 ou 3 forts leaders, hein, et après avoir du soutien autour. On est sur la classique de Hambourg maintenant, que le recrutement est bouclé. Peter Sagan, Arnaud Démare notamment, font face à Jasper Stuyven qui se retrouve seul leader de fait, puisque Pedersen n'est pas là, je n'ai plus d'hésitation. Seul leader, en fait non. Parce que je me suis décidé, pour une fois, à ne pas jouer pour Stuyven. Bon, non pas que ce soit ni trop facile, je ne sais pas si c'est le bon choix, mais j'ai voulu essayer de jouer pour Moschetti. Voilà, pour essayer d'honorer sa resignature très récente. Essayer de jouer pour Moschetti, parce que tout de même, la Classics de Hambourg, c'est quand même plutôt une course qui est destinée aux sprinters. Il suffit de regarder le palmarès, hein, de ces dernières années. Il suffit de regarder aussi le profil. Et sans surprise, on va quand même essayer de faire le forcing tout de même dans le tout dernier passage dans cette fameuse cuvette. Ça porte un nom, hein, mais là je ne l'ai pas en tête. Lippins qui emmène, voilà, Moschetti, bel et bien présent, Koen de Kort, Jasper Stuyven, Kirsch et Quinn Simmons sont à l'avant. Teuns a connu un petit incident, ce qui fait que il se retrouve un petit peu relégué dans un groupe de poursuivants. Ça attaque pas mal. Bonne animation de course là de la part de certains. On a eu notamment Greg Van Avermaet, Oliver Nassen et Niels Politt tentent leur va-tout pour éviter le sprint massif. Et puis on va se retrouver comme ça un petit peu moins d'une trentaine dans les tout derniers kilomètres, avec un gros boulot fait pour essayer de mettre Moschetti sur orbite. Allez, Simmons s'écartera dans peu de temps, et ensuite ce sera à Alex Kirsch de lancer Stuyven, qui lancera à son tour Moschetti. C'est parti, sprint de Kirsch, Stuyven dans la roue. Stuyven va lancer ici le lancement de Moschetti, qui va essayer de libérer. Ah là 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 là, voilà, on se fait cueillir, bien joué Sam Bennett, bien plus fort en l'occurrence. Voilà, Deceuninck Quick-Step aura eu le dernier mot sur ce coup-là. Donc victoire pour Sam Bennett. Arnaud Démare vient compléter le podium. Moschetti deuxième. Allez, c'est pas non plus un échec cuisant, mais c'est juste un petit peu décevant de pas gagner pour un sprinter quand toute l'équipe en tout cas fait l'effort pour lui. Et on enchaîne avec la Vuelta sur laquelle donc malgré le fait que Nibali ait remporté le Giro, on se souvient, très difficile, sans pic de forme quasiment, puis un Tour de France par contre là avec une bonne forme et avec un bon Mollema autour, avec toute l'équipe qu'on connaît. Donc Nibali sort de 2 victoires sur les grands tours. Pour autant, je ne vais pas jouer pour lui, parce que je lui avais programmé, c'était en tout début de partie, je lui avais programmé un pic plutôt en Lombardie. J'ai pas voulu modifier les choses. Donc il est aligné, Vincent Nibali est aligné, mais pas en tant que leader. On verra un petit peu comment les choses évoluent, mais a priori je réserve le rôle de leader à Ciccone. Mollema c'est pareil, il est programmé pour un petit peu
plus tard. On commence avec un contre-la-montre, on est sur le variant 2011, on commence avec un contre-la-montre par équipe, toujours un exercice très intéressant, avec, vous voyez, la présence également de Richie Porte pour son dernier grand tour en carrière. J'ai emmené Skuins, j'ai emmené le rouleur irlandais Ryan Mullen, et Niklas Hey également sera de la partie, ainsi que l'italien Conchi. Donc normalement avec cette équipe-là, on a une relative polyvalence pour essayer d'être performant sur plusieurs types de terrains, à voir un petit peu la manière dont les choses se produisent. Donc là en fait, j'ai coupé, ça m'arrive pas souvent, mais je l'ai laissé, je l'ai pas coupé au montage, j'ai fait pause, parce que je pense qu'il y a un moment donné où il faut essayer de réoptimiser un petit peu les temps de relais dans un CLM comme ça par équipe, réoptimiser les temps de relais, sachant qu'il reste plus que 5 km, et que donc, par là même, on peut rallonger les temps de relais au tout meilleur rouleur et raccourcir les temps de relais, voire même annuler les relais de certains autres qui sont nettement moins performants. Donc alors je ne sais absolument pas si j'ai eu raison, parce que au final on fait pas un temps exceptionnel, vous allez voir. On va pas faire un temps très bon. Après, est-ce que ce temps assez médiocre va être plutôt à mettre sur le compte, voilà, 6e à 30 secondes de Koenig Quick-Step? Est-ce que ce temps médiocre est à mettre sur le compte de la faiblesse d'équipe globale relative par rapport à cet exercice particulier? Ou est-ce que c'est ce dernier ajustement qui au final a créé un petit flottement et ne m'a pas servi? Bon, je ne saurais jamais réellement, hein. Mais quoi qu'il en soit, je sais, certains, parfois on a échangé déjà dans les commentaires avec certains d'entre vous sur le fait, sur les CLM par équipe, parfois d'essayer plutôt d'épuiser les meilleurs spécialistes tout en préservant les leaders et en s'assurant le fait de franchir la ligne à 5, bien évidemment, au minimum, mais de sacrifier comme ça 2 ou 3 coureurs qui rouleraient à blinde, qui seraient peut-être des spécialistes de l'exercice, et finalement booster l'équipe par ce biais. Voilà, je vous avoue que je ne suis pas trop apôtre de cette technique-là. Je préfère garder tout le monde, en tout cas dans la majeure partie des cas. Mathieu Van Der Poel sera une forme d'épouvantail sur ce type d'arrivée dans toute cette Vuelta. Il est aligné là, et c'est vrai que sa seule présence nous réserve sûrement un petit peu de spectacle, tout comme la présence de Julien Alaphilippe, qui lui aussi est toujours hyper compétitif, et là encore jaillit et prend comme ça des étapes de manière assez somptueuse. Donc voilà, il y a un joli plateau. Maintenant, la première étape de sprint, donc l'étape numéro 2 là, n'échappera tout de même pas à un spécialiste. Voilà, j'ai fait sprinter Skuins pour la forme, mais on est venu sans spécialiste, hein, c'est volontaire. J'ai voulu plutôt tourner l'équipe autour du classement général, orienter l'équipe en tout cas autour de Ciccone et de Nibali tout de même, à voir un petit peu ce que ça peut donner. Il y a déjà une petite difficulté dans le final de cette étape 3 qui donc s'avère peut-être un petit peu plus favorable à l'équipe que ne l'était l'étape 2. Donc à voir un petit peu ce que ça fait, même si le jeu nous donne des favoris qui restent tout de même des sprinters sur cette étape-là. Donc à voir s'il y a moyen de durcir par exemple dans la dernière bosse. On s'en privera pas, évidemment, puisque avec l'équipe que j'ai, il va falloir essayer de faire des différences en montagne. Ciccone en plus n'est pas extrêmement performant contre la montre, ce qui veut dire que on a intérêt à essayer de gagner du temps d'une autre façon, et ne surtout pas rester, on va dire, à égalité de temps avant les contre-la-montre, sinon on risque d'être largement dominé au général. Donc il faudra à des moments faire preuve d'agressivité et jouer de façon un petit peu offensive en assurant par exemple un gros train pour essayer d'éliminer un maximum de monde et basculer en tête, ou ce type de scénario-là, un petit peu habituel aussi sur PCM. Vous voyez par exemple ici, allez, on décide de faire passer Conchi et je cale Skuins dans la roue. On a ensuite une descente
On a ensuite une descente et derrière on remontera pour la dernière difficulté du jour. Donc là, l'objectif c'est de faire un petit peu péter le peloton, en tout cas voir de quelle façon est-ce qu'éventuellement ça pourrait se passer. Et ouais, c'est en train de casser. C'est en train de casser un petit peu, on le voit en bas, même si il y a encore la liaison voilà, entre les 72 et les 100 et quelques coureurs. Ouais, il y a eu une première cassure qui s'est opérée, une deuxième cassure même, donc il faut surtout persister, surtout on lâche pas l'histoire, il n'y a plus qu'une quarantaine de coureurs, et peut-être des coureurs qui peuvent être piégés dans cette histoire-là. Regardez, on en voit Valgren, on aperçoit Hodge, bon voilà, pour le moment c'est pas très significatif au général, mais par contre déjà si on arrive à éliminer quelques sprinters, ça nous permettra peut-être de jouer la victoire d'étape. Même si Julien Alaphilippe et Mathieu Van Der Poel peuvent faire favori d'épouvantail là encore sur ce type d'arrivée. Voilà, 69, ça s'est un tout petit peu reconstitué, il y a un groupe qui a recollé, mais pour autant, c'est le moment où on peut encore appuyer davantage, essayer de faire l'effort de manière un peu plus intense. Allez, c'est parti, quelques coureurs ont déjà donné tout ce qu'ils avaient à donner, et on va donc demander à Richie Porte de faire un gros boulot avec Mollema dans la roue, avec Ciccone, avec Nibali qui ne se sent toujours pas très bien, mais ça va aller. Nibali dans quelques jours aura récupéré de sa blessure et ça ira beaucoup mieux. Porte, voilà, hop, je relaye, je ne vais pas attendre qu'il soit à zéro. Hein. On va demander à Mollema de faire un gros effort. Il n'y a plus qu'une trentaine de coureurs dans le groupe maillot rouge. Donc, ouais, on tient le bon bout là. On tient le bon bout. Il va falloir essayer de basculer dans de bonnes conditions. Allez, on arrive quasiment au GPM qui marque l'emplacement du sommet. Alaphilippe est présent. On voit d'ailleurs, il est accompagné de Remco Evenepoel qui porte le maillot rouge. Je tente à ce moment-là un départ à la Nibali, mais je suis pris en chasse par Florian Sénéchal derrière et Julien Alaphilippe surtout, qui refuse évidemment l'évidence, c'est très bien, donc très bonne résistance de la Deceuninck Quick Step ici pour empêcher Nibali de faire son petit numéro habituel, et du coup contre-attaque de Richie Porte. Allez, c'est parti, Richie Porte, qui va rouler sur Richie Porte. Il reste 4 km, peut-être qu'il y a moyen de les faire à bloc et de résister comme ça à un retour éventuel. Qui est-ce qui roule? C'est Sénéchal, Thomas est là, Van Barle. On a quelques favoris qui sont bien présents dans ce groupe, mais il y aura des cassures et il y aura surtout des pertes de temps sur cette étape-là qui va être en plus remportée par Richie Porte. Allez, voilà, pour sa dernière Vuelta, c'est pas dommage de lui avoir offert cette victoire. Roglic va venir prendre la deuxième place, Alaphilippe la troisième, et Pogacar, Bernal, etc. étaient présents. Donc pas d'embrouille particulière sur les gros favoris du général, mais tout de même une bonne opération comptable, puisqu'on a éliminé, on a éloigné en tout cas quelques-uns des prétendants potentiels avant d'attaquer une étape 4 qui arrive au sommet à Sierra Nevada. Donc grosse ascension arrivée au sommet, toujours des étapes qu'on peut éventuellement craindre à cause du différentiel de notes qui existe entre par exemple mon leader Ciccone et quelques autres, les Roglic, Bernal, enfin bref, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin sur le type de coureurs qui peuvent être très très dangereux là-dessus et qu'on peut craindre. Donc en plus, il y a une jolie première ascension dans cette étape qui est vraiment très jolie, elle est très belle, elle m'a beaucoup plu. Mollema va tenter un petit peu son coup, là c'est parce que je veux secouer le peloton, je veux voir un petit peu de quelle manière est-ce qu'on pourrait affoler tout le monde. Mollema, en fait c'est comme Nibali, a priori je lui réserve un rôle de trublion sur ce tour, un peu comme Richie Porte aussi, donc avec la possibilité comme ça de venir tenter des coups quelque part. Si on se fait sanctionner, ou voilà, vous voyez le Mollema là qui est repris par un excellent Dylan Van Barle, la Sky j'allais dire, Ineos grenadier qui fait le boulot pour ne surtout pas laisser Bernal être lâché ici, à moins que ce ne soit Geraint Thomas le leader, on verra bien.
Ça, c'est pas forcément évident. Devant, ça se dispute le GPM. Ma tentative n'aura pas été exceptionnelle au niveau du résultat, mais ça aura permis déjà de voir que Van Barle est très fort, et puis ça aura aussi pas éliminé Mollema, hein, donc tout va bien. Mollema n'a pas été éliminé là-dessus, donc il va pouvoir largement se reconstituer avant l'ascension finale qui est en fin d'étape dans 80 bornes à peu près, donc, ou 90 bornes. Donc ça va, il y a le temps de se refaire. Et d'ailleurs, le peloton est quasiment au complet. On va être serein là-dessus, pas faire d'efforts superflus. Voilà, on ne se fatigue pas. Il va falloir tout donner dans la dernière ascension, voir un petit peu de quelle manière on joue les choses. Ciccone a hérité d'un plus 3 intéressant. Tiens, c'est assez stupéfiant le plus 5 de Nibali qui est hors forme, qui est hors pic de forme. Donc comme quoi ça arrive. Alors ça arrive d'après mes stats, le plus 5 quand tu es à 0 de prévisionnel, mais je crois pas qu'il soit à 0, je crois qu'il était à 1, mais bon je suis plus très sûr. Le plus 5 arrive dans moins de 10% des cas. Donc on peut l'avoir parfois, ça fait vraiment, c'est vraiment un truc qui dépend en fait, c'est totalement aléatoire, c'est pour ça qu'en fait il est stupide de céder à l'émotionnel et de se choquer sur ces trucs-là. C'est vraiment un truc d'abruti, en fait. Commencer à pleurer sur les formes du jour. Ouais, quoi, t'as plus 5, machin. Faut pas céder à l'émotionnel, faut rester dans la raison, quoi. C'est des probas. Putain, c'est des probas, quoi. Réfléchis un peu, mec. Donc, bah ouais, tu chopes plus 5, t'as pas beaucoup de chance de le faire. C'est comme quand tu prends un ticket d'euro million. Tu peux gagner 100 boules comme ça, hein, bah c'est pareil. Donc là, en l'occurrence, il prend plus 5. Bon, pour autant, c'est pas pour lui que je vais jouer, donc ça change pas énorme. Ça change juste peut-être le fait qu'il va pouvoir un peu accompagner Ciccone au moment où cette ascension a écrémé pas mal de monde et où Mollema même a lâché. On a vu Chris Froome aussi à l'arrière. Quelques-uns qui s'accrochent quand même pas mal. On voit Roglic et Pogačar, les deux Slovènes, qui partent avec Bernal qui a décidé de suivre. Thibaut Pinot fait aussi partie du lot. Donc là, maintenant, il va falloir y aller vraiment en effort curseur. Il va falloir essayer de ne pas s'affoler. Il reste 6 km. Donc, bah oui, 6 km, c'est pas mal. Geraint Thomas semble bien présent. Egan Bernal également. Zakharine commence à lâcher. Evenepoel va être aussi distancé. Quid de Mikel Landa, il s'accroche. Geraint Thomas a lâché, ça y est. Thomas a lâché, mais il n'y a pas que Thomas qui a lâché, il y a aussi Bernal. C'est incroyable. Bernal commence à perdre du temps, en vérité, sur cette toute fin d'ascension. Vous voyez, il est ici, là. Difficulté pour Bernal. Devant, les trois hommes semblent promis à la victoire a priori. Roglic, Pinot, Pogačar vont s'expliquer, sauf si Ciccone arrive un peu à rentrer. On va essayer de prendre des roues maintenant qu'on a réussi à revenir au contact. Roglic, voilà, pourrait en être une. Pogačar également, Pinot. Voilà une arrivée ici avec également Miguel Angel Lopez qui est de la partie. Et allez, voilà, on est proche de l'arrivée ici. Ça va sprinter. Sprinter et victoire de Primož Roglic. Voilà, hop là, Nibali, 3e. Bon, c'est anecdotique. Lopez et surtout Ciccone qui a quand même bien limité la casse. Bernal qui a pris un écart. Evenepoel qui va peut-être perdre le maillot. Alaphilippe qui aura pas si mal résisté au final. Richie Porte, un poil en roue libre sur la toute fin, puisqu'on lui demandait pas forcément d'être présent, même si il fallait honorer le joli maillot rouge. Et c'est donc Primož Roglic qui se retrouve nouveau leader à ce stade-là de cette Vuelta, juste devant Pogačar. Et on a Ciccone qui est placé assez correctement. Voilà, ensuite, évidemment, c'est une étape, encore une fois, assez accidentée, qui nous attend, étape 5, avec jolie arrivée, on va dire derrière une première ascension, petite descente, et derrière gros raidillon. Donc, à voir un petit peu comment ça peut se passer pour nous. Ben, il faut regarder déjà la jolie forme, et celle-là par contre ne doit rien au hasard,
de Ciccone, puisque Ciccone est préparé sur cette Vuelta, donc c'est pas... Là, c'est plus de la chance, là, c'est du calcul, c'est pas pareil. Voilà, étape quand même assez épuisante, de par les nombreux passages assez vallonnés qui vont précéder, on va dire, les 2 ascensions finales. Donc, rester un petit peu vigilant sur la manière d'économiser nos coureurs. Il y a des petites cassures qui se font. Comment est-ce que Pinot a pu se faire lâcher ici? En fait, vous savez, j'ai fait du x8. Et des fois, sur le x8, on a des surprises. On a des surprises, à un moment, il y a des cassures qui s'opèrent. Les mouvements de coureurs gérés par le jeu en accéléré ne sont pas toujours exactement ceux auxquels on aurait assisté si on était resté en x1 en fait. Des fois, c'est nous-mêmes, le joueur, qui en est victime. Là, en l'occurrence, c'était Roglic et Pinot, entre autres, et Bernal, qui avaient un petit peu accusé le coup, mais tout le monde se reconstitue au moment de la dernière ascension. Et on va voir un petit peu de quelle façon est-ce que tout ça peut se passer. Je vais demander à Richie Porte de durcir un petit peu le ton, parce que j'ai des ambitions, là, avec Ciccone notamment. Je pense qu'il faut essayer d'appuyer un grand coup là-dessus. Il ne faut pas hésiter. Donc, Mollema également viendra ensuite au soutien de Porte, c'est prévu. Allez, voilà. Porte n'est pas super loin de s'écarter. Voilà, on va même pas attendre qu'il soit vidé. On va le caler dans la roue. Ça, c'est une petite astuce. Oh là là, Pinot Roglic, très très important ce qui est en train de se passer. Il y a peut-être des gens qui sont en train de perdre du temps. D'ailleurs, Egan Bernal n'est pas là. Et on va basculer. Allez, on va pas se gêner pour essayer d'aller appuyer très très fort sur tout cela. L'ami Pogacar, en revanche, est bel et bien présent. Julien Alaphilippe également, mais le gros travail d'équipe ici de la Trek Segafredo aura fait bien des dégâts. Après, il n'y a qu'une trentaine de secondes sur une belle accélération, et avec un peu de barre économisée, l'IA peut encore rentrer. À voir tout cela. Mais je vais essayer de placer Ciccone sur orbite ici. Il faut essayer de profiter des bons jours de Ciccone pour gagner du temps, comme je le disais en tout début. Allez, on va pas hésiter bientôt. Mollema fait un énorme travail. Il va bientôt s'écarter et Ciccone va en placer une. Démarrage ici de Giulio Ciccone, qui n'a pas été suivi par Pogacar et Alaphilippe, pour lesquels c'était un petit peu difficile. Allez, on va terminer avec plus de barres du tout, mais il y a un gros écart. Gros écart ici réalisé par Ciccone. Alaphilippe vient comme ça cueillir la 2e place, et derrière Nibali s'aligne sur Pogacar pour les 3 et 4e places, et les dégâts sont nombreux. On a aperçu Pinot, on aperçoit Roglic, on aperçoit Bernal qui accuse un retard assez considérable. Cette étape 5 aura donc fait des dégâts assez dingues. Des dégâts dingues pour Roglic, par exemple, qui perd quasiment 4 minutes là-dessus. Donc, vrai tournant déjà dans cette Vuelta. Prise du maillot par Giulio Ciccone, en plus de la victoire. Donc, pas mal. Pas mal du tout. Pogacar reste encore en embuscade. Et on a là encore une petite difficulté avant une arrivée en descente. Donc c'est toujours des situations qui sont intéressantes. Là aussi, on verra s'il y a quelque chose à faire en durcissant dans le final, ou si on attend paisiblement que les choses se passent. Après tout, les coureurs ont fait des efforts la veille et l'avant-veille. Donc peut-être qu'on ne va pas trop s'enflammer non plus. Après, on est à l'étape 6. On sait qu'on aura un jour de repos après l'étape 9. Donc peut-être quand même faire un peu de forcing, sachant que la fraîcheur va être récupérée après. À voir. Donc, j'ai remarqué qu'en tout cas, la fraîcheur joue vraiment un rôle. Quand vous économisez vos types, vous les faites pas rouler trop pour rien. Là. C'est souvent récompensé tout de même par des formes du jour prévisionnel au minimum, puisqu'après le résultat final est aléatoire, mais au moins un prévisionnel où on gagne +1 par rapport à la fatigue qui aurait été générée ou au manque de fraîcheur. Surtout qu'il y a le paramètre récupération qui joue un rôle. Et c'est vrai que certains de mes coureurs ont une bonne récupération. Donc
à voir un peu ce qui peut être fait. On est dans le final, ça casse. De nouveau, ça casse pas mal hein, sur cette Vuelta dans les fins d'étape. On a remarqué ça déjà depuis le début. On va là encore faire un gros effort. C'était Mollema juste avant. Ici, c'est Richie Porte qui maltraite un petit peu la concurrence en accélération comme ça à toute blinde. Mollema devra également rouler très très fort. On est de nouveau sur un type d'arrivée qui pourrait nous être favorable. À voir. Faut qu'il reste un petit peu de barre. Le pourcentage négatif n'est pas assez important. Et Ciccone va partir. Départ de Ciccone. Ciccone donc avec de grosses cannes. Encore une fois pour le deuxième jour consécutif. Donc on s'économise pas. On y va. Bonne note de descente en plus. Ciccone a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Ça oblige Pogacar et Alaphilippe à réagir. Roglic cette fois-ci ne s'est pas fait décramponner. Et Ciccone, bah oui, il lui reste pas mal de barres, il lui reste énormément de barres. Il va y avoir un écart. Là encore, on va pouvoir y aller. Et me dire, mais c'est terrible, ce début de Vuelta est écrasant pour la Trek, de la part de la Trek Segafredo. Un petit peu, encore une fois, deuxième place pour Alaphilippe. J'attends de voir Marc Hirschi, tiens, qui vient comme ça compléter le podium. J'attends un petit peu de voir avant de tirer trop de conclusions. Pinot a encore perdu du temps. Faut attendre encore un peu à mon sens, en tirer trop de conclusions, mais on pourrait vite basculer dans le scénario, vous savez, qu'on craint un peu sur les Vuelta, fin de saison, l'IA a fait ce qu'elle a pu pour gérer ses préparations, sa planification, on va dire, et parfois on a comme ça des coureurs importants qui craquent et qui finalement ne se montre pas à la hauteur des espérances. Donc, est-ce qu'on sera sur un scénario comme celui-là, ou est-ce que finalement tout cela va se rattraper après? Je l'ignore. Je n'ai pas joué au-delà de l'étape 7 au moment où je vous parle. C'est pour ça qu'on s'arrêtera là dans cet épisode. Ici, c'est l'étape 6. Et on pressent ici une arrivée au sprint. On ne va pas essayer de s'en mêler. On va pas du tout essayer, non c'est étape 7, excusez-moi. On va pas du tout essayer de s'en mêler, on va juste essayer de rester à l'avant et assez tranquillement se caler dans des roues dès lors qu'on sera dans les derniers kilomètres. Je vais me caler dans quelques roues, des roues de favoris de préférence, c'est pour ça que je les affiche en général. Je mets Nibali dans une roue, Ciccone dans l'autre, et puis on sprintera, oui, je vais sprinter avec Tom Skynes, mais juste pour le plaisir. Voilà, c'est parti, le sprint commence à se lancer, les équipiers commencent à mettre sur orbite leur meilleur sprinter, flamme rouge, et écrasante domination de Caleb Ewan pour la deuxième fois devant Hodge et Mathieu Van Der Poel. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Caleb Ewan, vraiment ultra dominateur, là, comme ça, sur les sprints plats. Et il n'y a pas grand-chose à redire. Bon, très bien. Higuita a pris part au sprint, de même que Patrick Bevin. Et donc, on se retrouve comme ça au soir de l'étape 7, avec quelques questions en tête, mais 1,36 sur Pogacar. Julien Alaphilippe est à 2,23. Bon, voilà. Ça appelle des petites questions. Donc je vous l'ai dit juste avant. Est-ce que il y a une histoire de méforme de Roglic, de Bernal, etc., ou est-ce que le pic va venir pour eux? Parce qu'on sait à quel point c'est difficile d'enchaîner Tour et Vuelta. Ça l'est même pour le joueur humain. Si tu es sous pic pendant longtemps sur le Tour de France, c'est très difficile. Tu n'auras pas un pic au début de la Vuelta. Donc ça peut aussi être ça. Ciccone a pu être un peu sous-estimé. Voilà, plein de questions en suspens. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.